Bienvenue. L'idée aujourd'hui, c'est de parler de la sécurité large. J'ai le plaisir d'accueillir les représentants français de Bitdefender qui nous parleront produit. L'idée également, au-delà du produit pour le produit, l'idée est de regarder l'état de la menace, enfin, le microcosme de la sécurité et d'où viennent les menaces, en particulier pour notre secteur d'activité, donc les MSP, donc les fournisseurs de services pour nos clients. On a pu étudier avec Bitdefender que nous sommes ou nous devenons une cible dans la mesure où derrière nous il y a pas mal de clients et donc a fortiori très rapidement on devient une cible facile. Enfin, j'espère pas qu'elle soit facile, hein, et donc du coup rapidement on peut vite avoir des difficultés. D'où l'idée de faire un peu un état des lieux du marché et en particulier sur une gamme de produits qui va nous présenter les différentes strates de protection et les différentes barrières qu'on peut mettre contre ces méchants hackers ou les solutions diverses et variées qui nous créent des problèmes tous les jours. Donc, je propose un petit tour de table. Je commence par moi, j'ai la parole, j'en profite. Donc, Didier Rousseau, directeur technique Expert Team, donc en charge de toutes les offres infrastructures, Amazon Web Services et objets connectés. Et bien entendu, à l'intérieur de tous ces éléments, on a énormément de problèmes de sécurité. Je vais passer le micro à mon voisin. Donc là, on travaille avec un casque, c'est pour ça qu'on n'a pas de micro central, d'où mes petits problèmes techniques de départ. Oui, bonjour. Donc, Gaillard Gérard, responsable projet, notamment dans le milieu du développement aussi, où la sécurité peut prendre tout son sens. Et puis sur la partie infrastructure pour d'autres projets, je dirais qui rentrent dans le scope de Didier Rousseau, notamment au niveau, par exemple, typiquement de l'Active Directory, d'Office 365, de l'utilisation du parc informatique chez nos clients, où la sécurité est effectivement un point critique aussi. Voilà. Bonjour, Oussama Garmoud. Je suis ingénieur système. Je travaille sur tout ce qui est système et je travaille aussi sur tout ce qui est cloud AWS et objets connectés. Jean Veil, je suis account exécutif chez Bitdefender, en charge notamment du retail, du manufacturing, des médias télécoms. Bonjour, David Magarian, je suis en charge de l'offre de cloud de Bitdefender au service de nos partenaires et des clients qui sont chez nos partenaires. Bonjour, Stéphane Bourvadan, je suis ingénieur en vente chez Bitdefender sur toute la partie B2B, sur l'intégralité de la gamme de produits. Je vais maintenant, en quelques mots, vous parler des menaces et des opportunités de la sécurité IT. Ce que je vais vous présenter est issu de différentes études menées par Bitdefender, menées par nos partenaires vendors de RMM aux États-Unis notamment, et qui quelque part, comme vous le savez, annoncent la vague technologique et les tendances du marché en Europe dans les 1 à 2 ans à venir. Donc vous avez la chance aujourd'hui d'avoir ces études ressenties par le marché américain et qui sont clairement la tendance dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui. La première chose que je veux vous dire, c'est que le paysage des menaces change. Globalement, ce qu'on pourrait vous dire, mais là, nos analystes du marché de la cybercriminalité pourraient parler des heures. Ils sont régulièrement en accompagnement d'Interpol, de la DGSE ou de la NSA aux États-Unis. Mais globalement, cette cybercriminalité s'est extrêmement professionnalisée. Le paysage des menaces a beaucoup évolué, non seulement par la structuration de ce qu'on va appeler les gangs de cybercriminels, mais également par les technologies et les déploiements de savoir-faire liés aux attaques qui vont cibler des petites, des moyennes ou des très grandes organisations, voire des États. Aujourd'hui, non seulement ce paysage a beaucoup évolué, il s'est complexifié, les menaces sont diverses et variées, mais également la façon dont ces attaques sont menées sont extrêmement bien orchestrées, et c'est à ça que nos clients et nos partenaires font face aujourd'hui.
Et particulièrement, les MSP, vous en l'occurrence, peuvent être des cibles. Pourquoi? Tout simplement parce que nos partenaires sont amenés à gérer des profils de clients finaux qui sont divers et variés. Certains ont des petits clients, mais en ont en masse. D'autres ont des clients plus importants, mais des clients qui, de par leur positionnement sur le marché, leur importance, leur marque, leur prise de position parfois idéologique, vont constituer à eux seuls des cibles. Et c'est pour cette raison que vous êtes concerné, parce que vous êtes parfois vous-même en première ligne de la gestion des infrastructures de vos clients. Et pourquoi est-ce que vous êtes en première ligne de cette gestion d'infrastructure? Parce que par nature, la façon dont vous, vos équipes, accèdent aux infrastructures de ces clients finaux sont des infrastructures qui, par nature, permettent l'accès. Et cette faille, elle permet également l'exploitation malveillante des infrastructures de vos clients. Je dis bien exploitation malveillante parce qu'au-delà d'une attaque de déni de service, on va retrouver également, comme vous l'avez vu précédemment, 1001 façons d'aller menacer vos clients à des fins d'en tirer profit. Le cryptojacking, les ransomware, etc., etc., sont bon nombre d'attaques qui aujourd'hui doivent être prises en compte non seulement par les clients finaux, mais également par leurs partenaires technologiques et de services IT. Globalement, les enjeux de sécurité sont devenus clés pour vous en qualité de MSP, mais avec également un contexte qui est particulier. Pourquoi est-ce qu'il est particulier? Parce qu'à la fois, vous avez des ressources qui sont rares sur le sujet, mais qui sont également limitées. Ce qui vous pousse, et ce qui nous pousse également de notre côté en qualité d'offreur de technologie, à offrir des solutions qui vont à la fois vous permettre l'industrialisation et la gestion en masse finalement de ces solutions de services de sécurité. Enfin, globalement, les menaces d'attaque et d'extrusion qui pèsent sur les clients finaux pèsent également sur les MSP. Et c'est pour ça finalement qu'aujourd'hui, des acteurs comme Neuron, nous travaillons par exemple au sein du groupe déjà avec Neuron IT, font en sorte que ces attaques deviennent également votre problème. Et nous sommes là pour vous apporter, on l'espère, des solutions. Globalement, et je voulais l'illustrer avec un petit peu d'humour, parce que généralement, quand on présente Bitdefender, la première réflexion qu'on nous fait, c'est de dire « Ah oui, oui, c'est ça, on va installer des antivirus. » Oui, ça c'était avant. Aujourd'hui, et je pense que Stéphane Brovadon, qui va prendre dans quelques minutes le relais, va vous le démontrer, il ne s'agit plus d'installer un antivirus. Il s'agit de faire de la gestion d'infrastructures de sécurité dans des environnements très variés, de plus en plus complexes, avec des niveaux d'accréditation, de gestion et d'intervention, de détection, de prévention, dans des temps contraints, avec des menaces parfois nouvelles, qui doivent être prises en compte. Et c'est de cela que Stéphane va maintenant vous parler. Quelques mots enfin avant de passer la parole à Stéphane, c'est qu'au-delà de la technologie, nous sommes convaincus que votre marché est en mutation. Il est en mutation notamment autour des attentes de vos clients sur la sécurité IT. Globalement, ce que je voudrais vous dire sur ce slide qui reprend globalement ce qui se passe sur le marché des MSP et de la sécurité IT, c'est que sur l'unique marché de la sécurisation des endpoints, c'est un marché qui d'ici 2020 est estimé à 12 milliards de dollars dans le monde et qui croît de 10% par an. Comme vous le voyez également, le marché du MSP croît, le marché de l'externalisation des services de sécurité IT croît énormément. Et c'est ça qui est intéressant pour vous parce que en France notamment, ce marché tire très fort. C'est le troisième marché en Europe avec des marges de progression qui sont importantes. Et ce marché d'outsourcing de services de la sécurité pèsera d'ici 2022 jusqu'à 1,6 milliard de dollars. Plus globalement,
ce qu'on pourrait dire également, un petit problème de souris. C'est que si ces besoins si ce marché est en évolution, les besoins et les challenges auxquels font face les MSP ont changé. Quand on commence à faire généralement de la sécurité, on commence à essayer de se faire connaître. On se dit qu'effectivement, on va commencer à essayer d'installer des antivirus. Et puis, l'étape d'après, c'est de se dire, en fait, j'ai besoin d'industrialisation. On va finir, tôt ou tard, également en France, par utiliser des solutions de RMM ou de PSA qui permettent cette automatisation. Ce qu'on va permettre également dans cette seconde étape, c'est non plus de chercher du prix, mais de vendre de la valeur, de faire ce qu'on appelle aux côtés de nos clients du risk management. Mais également, quand on devient un acteur de cette taille-là, on commence à être dans un marché de compétition dans lequel les besoins de positionnement, non seulement du côté du marketing, mais également du service rendu en termes de SLA aux clients, vont augmenter. Et c'est cette prise de conscience qui permet finalement de changer l'échelle. L'autre étape, c'est qu'une fois qu'on a passé cette deuxième, on devient un acteur du MSSP, du Managed Security Service Providing, qui devient vraiment plus professionnel. L'optimisation des marges, l'industrialisation, l'efficience, la compliance avec du risk management, l'intégration et l'automatisation du billing avec des systèmes notamment de cloud public. Et je sais que le groupe Neurone utilise très fortement ces technologies, notamment celle d'AWS, d'Azure, et nous sommes également partenaires d'Outscale, et vous travaillez également avec Outscale. C'est le nerf de la guerre. Cette automatisation, cette industrialisation à outrance, c'est la dernière étape d'un MSP qui devient un MSSP. Ce qui est challenging pour vous, qui aujourd'hui faites de la gestion d'infrastructures pour le faire au sens large, c'est que quelque part, embarquer les services de sécurité pour devenir un MSSP vous met face à la fois à une fabuleuse opportunité et à de terribles dilemmes. Pourquoi ? Parce que vous allez devoir à la fois faire croître le CA tout en préservant la marge ou en l'augmentant, mais également se positionner sur ce marché va demander de l'intelligence, de la ruse, du partenariat pour adresser ces nouveaux segments, notamment sur la sécurité. Je ne dis pas que la sécurité est le seul marché de croissance pour un offreur de gestion d'infrastructures de services et de sécurité, mais la sécurité en est un parmi d'autres. Et globalement, c'est cette équation sur laquelle nous accompagnons nos clients. Comment embarquer des services de sécurité tout en augmentant le chiffre d'affaires et la marge. Globalement, ce qui ressort des études, comme je vous le disais, faites aux États-Unis, c'est que la première des attentes qui est remontée par les MSP aux États-Unis, c'est de dire nos clients nous attendent autour de la gestion des risques liés à la sécurité IT. Ce qui ressort également de ces études, c'est que pour eux, pour ces MSP, dans 65% des cas, la sécurité est la meilleure opportunité de croissance. Plus globalement, et toujours, à travers d'autres sources d'études, la sécurité reste au premier rang des opportunités de croissance avec une étude différente, toujours, pour ces managed service providers. Donc, je ne doute pas que le groupe Neurone soit dans ces expectatives-là, tant et si bien que je le sais pertinemment, et on est dans une salle qui le montre, l'environnement utilisateur, l'IoT et le cloud, le big data demande par nécessité également de façon transverse les besoins de sécurité. Donc on est à la fois sur une offre qui va vous permettre non seulement de croître, mais également de façon transverse d'assurer la résilience des services que vous montez avec vos clients.
Globalement, ce que nous avons essayé de faire, comme je vous le disais, c'est que nous sommes très attentifs aux besoins de nos clients. Nous sommes très attentifs aux remontées de nos partenaires. Nous avons un département de recherche qui nous permet notamment de tenir notre portfolio et notre roadmap à jour. Et ce que vous avez là, on en parlera également avec Stéphane, nous répondons aux demandes de nos clients. Et ce que vous avez ici, dans les attentes de nos clients, ce sont globalement les features du portfolio que maintenant va vous présenter Stéphane. Eh bien, rebonjour à tous. Je vais vous présenter la gamme de produits de Bitdefender. Il faut savoir donc que Bitdefender a 2 produits pour le moment au catalogue. Je vais vous faire la présentation donc de ces 2 produits. Si la slide veut bien avancer. Non. Ouais. Alors, pourquoi Bitdefender? Effectivement, par rapport aux autres acteurs de cybersécurité, la question se pose, pourquoi Bitdefender? Donc, en premier, la sécurité sur l'infrastructure que vous pouvez avoir, c'est une infrastructure dite classique, c'est-à-dire que vous avez un firewall qui est périmétrique, un UTM, une passerelle, enfin des sécurités qui vont être périmétriques. Vous allez avoir bien sûr la partie réseau et vous allez avoir la partie endpoint. Le premier produit de Bitdefender, c'est la partie endpoint. C'est le logiciel qu'on va appeler Gravity Zone, qui est un logiciel qui va permettre de sécuriser l'intégralité de l'infrastructure en termes de endpoint, donc Windows, Mac, Linux, physique ou virtuel. Cette partie de Gravity Zone a l'avantage d'avoir tout de centralisé. Nous allons avoir qu'une seule console d'administration qui va être capable de piloter l'intégralité de l'infrastructure. Une seule console full web qui va avoir la possibilité d'interagir avec l'infrastructure virtuelle, d'interagir avec l'infrastructure physique, avec tout ce qui est smartphone, Android, iOS, du physique, du virtuel, du serveur, du workstation. Donc, le fait de simplifier au maximum la gestion de la sécurité de votre infrastructure. Une seule console d'administration, mais cette console d'administration se décline sous 2 formats. On va pouvoir vous proposer notre Gravity Zone, notre Control Center, soit au format cloud, donc hébergé sur le réseau mondial de protection de chez Bitdefender, soit au format on-premise, donc sous forme d'appliance virtuelle. Cette appliance virtuelle, sachez qu'on a une appliance virtuelle compatible avec l'intégralité des hyperviseurs qui existent aujourd'hui. Hyperviseurs donc sur site, que ce soit du VMware, du Citrix, de l'Hyper-V, du KVM, du Proxmox et autres. On n'a pas de limitation, on va dire, sur l'hyperviseur. Bien sûr, la partie SaaS n'a pas de limite non plus. On va être capable de pouvoir piloter des environnements qui sont chez AWS, des environnements qui sont chez, pourquoi pas, Google ou d'autres hébergeurs, on va dire, d'infrastructures virtuelles, et en même temps piloter bien sûr l'infrastructure sur site, l'infrastructure physique. Sur l'appliance virtuelle, ouais, on est en noyau Linux, un Ubuntu Server 16.04. Bitdefender va gérer toute cette partie OS, on va dire, toute la partie mise à jour de sécurité, toute la partie upgrade de la distribution de Linux. Vous avez un accès root à l'appliance si vous souhaitez installer différentes choses, je sais pas, les trappes SNMP, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Mais sinon, si on n'a pas envie de gérer cette partie d'infrastructure, enfin cet OS supplémentaire, pas de problème, Bitdefender va le gérer à votre place. On va avoir même scindé toute cette partie mise à jour de notre logiciel, Gravity Zone, de la mise à jour de l'OS. C'est-à-dire que chez nous, on va avoir en moyenne une mise à jour tous les 3 mois sur la partie Gravity Zone en termes de fonctionnalité, en termes d'ajout, même de sécurité. Par contre, la partie OS peut être mise à jour dans l'absolu tous les jours s'il y a besoin, si Ubuntu sort des patchs de sécurité tous les jours, à ce moment-là, on aura des mises à jour tous les jours, tout bêtement. Il faut savoir que cette partie infrastructure, elle est là uniquement pour piloter la sécurité. Elle n'est pas là pour apporter de la sécurité. Le endpoint va avoir l'intégralité des informations pour pouvoir protéger la machine, qu'il y ait la console ou pas. La console, elle est vraiment juste là pour piloter les politiques, pour faire de la centralisation de log, la centralisation de détection, mais vraiment le endpoint est complètement automatisé et autonome plutôt.
Et concernant ce endpoint, on va avoir un seul agent. On vous propose une seule console d'administration de format, mais une seule console centralisée. La même chose côté du endpoint, on aura un seul type de endpoint, un seul agent à installer sur votre infrastructure. Cet agent, c'est un agent BEST, on l'appelle BEST, Bitdefender Endpoint Security Tools. Et cet agent est le même qu'on va installer sur des serveurs, sur du VDI, sur du physique, du virtuel, du workstation, du laptop, etc. On va juste gérer des fonctionnalités. Vous n'avez pas besoin de gérer toute la partie déploiement, toute la partie détection d'OS. C'est bien Gravity Zone qui va se charger de détecter l'OS pour l'installation. Et cet agent, on va le décomposer en deux parties pour bien vous l'expliquer. On va décomposer la partie consommation de ressources, donc localisation des moteurs d'analyse, et la partie sécurisation du endpoint. La partie consommation de ressources, c'est les moteurs. Chez Bitdefender, on va avoir trois possibilités de paramétrage. Une première possibilité, le paramétrage en scan local, c'est le classique, l'historique, c'est-à-dire un agent qu'on installe sur la machine qui va embarquer tous ces moteurs d'analyse, qui va embarquer une copie de la base de définition de virus, qui va embarquer des algorithmes de next-gen, et le poste va être complètement en autonomie en termes de sécurité. Besoin de se connecter de temps en temps à bitdefender.com, un relais, à Gravity Zone, pour ses politiques, pour la centralisation des logs, etc. Mais le poste est totalement en autonomie. On va avoir un deuxième mode de fonctionnement qui est le mode hybride. Donc c'est toujours un agent installé sur la machine, toujours avec tous les moteurs, toujours avec une copie de la base de définition de virus. Sauf que quand il y aura une connexion Internet disponible sur cette machine, eh bien on enverra jusqu'à 50%, voire même 60% des analyses directement dans le cloud de Bitdefender. Donc la ressource consommée ne sera plus pros et RAM de la machine, mais sera de la ressource réseau, de communication Internet. On va voir un troisième mode d'analyse qui est plutôt fait pour les analyses des environnements virtualisés, c'est-à-dire avec l'analyse donc du coup centralisée. C'est toujours un agent qu'on va pouvoir installer sur la machine, alors que ce soit une machine virtuelle ou une machine physique. Les trois modes sont bien compatibles avec tout le monde. Donc un agent léger qu'on installe sur la VM principalement, et on va envoyer l'intégralité de l'analyse au serveur de sécurité au sein de votre infrastructure virtuelle. L'avantage de cette analyse centralisée, c'est la partie consommation de ressources, où au minimum on va avoir un gain de 30% de consommation de ressources en moins par rapport à l'analyse locale par exemple. Le principe étant assez simple, à chaque fois qu'on va trouver un fichier existant, analysé qui va être sain, on va fabriquer un hachage. Ce hachage va être stocké sur nos serveurs de sécurité. À chaque fois qu'on retrouvera le même fichier au sein de l'infrastructure, eh bien à ce moment-là, on n'analysera plus le fichier à la demande, donc pas de consommation de ressources. Bien sûr, on sait faire du failover entre les serveurs de sécurité, on peut en ajouter autant qu'on veut. On est compatible également tout ce qui va être NSX, vShield, NSXT, NSXV. Ça ne nous pose absolument aucun problème en mode agent ou en mode agentless. Ça fonctionne, on est complètement hétérogène en termes de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir installer des SVA sur des environnements VMware, Citrix, Hyper-V, KVM, pourquoi pas, et lui envoyer en termes d'analyse des postes physiques, des laptops et des environnements virtuels d'autres hyperviseurs. Ça ne nous posera absolument aucun problème. Le principe de base étant la communication en TCP/IP. Tant qu'on peut communiquer en TCP/IP, on peut faire de l'analyse virtualisée, centralisée. Sachez également, le dernier point sur cette partie consommation de ressources, qu'on va pouvoir gérer en cascade les moteurs. Je vous parlais des laptops en mode analyse centralisée. On va pouvoir faire, par exemple, le laptop en centralisé quand il est dans votre infrastructure parce qu'il a accès à votre environnement virtualisé. Le poste sort de votre infrastructure. À ce moment-là, on va plus détecter du coup les serveurs de sécurité. On va se transformer en mode analyse hybride, voire en mode analyse locale. Sachez que rien n'est figé chez Bitdefender à tous les niveaux. Si vous installez en mode local, que vous voulez basculer 3 mois plus tard en mode hybride ou l'inverse, etc., il n'y a absolument aucun problème. Vous êtes en console cloud au départ, vous voulez passer en on-premise, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas de figure, vous ne serez pas bloqué par Bitdefender parce que vous avez oublié quelque chose au déploiement. Ce n'est pas un problème. Donc une fois qu'on a regardé cette partie consommation de ressources, locale, hybride ou centralisée, on va pouvoir apporter des fonctionnalités de sécurité. Les fonctionnalités de sécurité, donc bien sûr, vont être différentes si c'est du Windows, si c'est du Mac, si c'est du Linux, mais globalement, on va apporter les sécurités maximales sur
différents types d'OS. Vous avez une capture d'écran de tout ce qui est Windows, de l'agent Best pour Windows, juste en dessous l'agent Best pour Mac. Sachez qu'on va faire donc de la sécurité bien sûr anti-malware, le fameux antivirus de notre Mini des années 50. En EPP, le mode EPP, hein, c'est toute sa partie de base de signature, mais on va également faire du next-gen. Donc le next-gen, c'est toute la partie sans base de signature, donc c'est du contrôle en temps réel à la pré-exécution des applications pour vous protéger contre les attaques. On parlait tout à l'heure, je ne sais pas, de ransomware, de cryptojacking ou autres. Ce sont les attaques qui arrivent en général au travers d'un script sur une image qui s'affiche dans un Outlook, sur un ActiveX ou un applet Java sur le web. Ça peut être un fichier PDF classique, standard. Ça peut être également le réseau qui vous envoie en cas de déploiement tout bêtement de code malveillance à l'infrastructure. Mais voilà, le next-gen va bien être là pour vous protéger sur ces attaques dites sophistiquées. Il faut savoir également qu'on va augmenter notre taux de détection ou baisser notre nombre de faux positifs grâce à la sandbox qui se trouve directement dans le réseau de chez Bitdefender. Alors on a de la sandbox on-premise, hein, pas de problème, mais par défaut c'est une sandbox qui est dans le cloud sur laquelle on va envoyer tous les fichiers suspects. Les fichiers suspects qui seraient passés dans le next-gen, qui seraient passés dans le PP et sur lesquels on aurait un doute soit de faux positifs, soit de détection. Et la sandbox, c'est une sandbox de forensique qui nous permettra de pouvoir valider si c'est réellement un code malveillant ou si ce n'est pas un code malveillant. On va bien sûr. Alors, on va avoir une sandbox, une petite sandbox locale sous forme de moteur heuristique, mais ça va être surtout une sandbox dans le cloud. En fait, la problématique de faire une sandbox sur la machine, c'est la partie consommation de ressources. À titre d'exemple, la sandbox on-premise, mais on n'est pas différent des autres sur ce coup-là. En termes de ressources, il va nous falloir en gros 30 pros, il va nous falloir 90 Go de RAM et il va falloir 500 Tera de disque dur. Parce que ça va être le nombre de détonations qui est simultané, etc. Donc, de faire une sandbox sur un poste, sur un laptop, fatalement, ça sera un petit peu plus petit, mais on consommera beaucoup trop de ressources sur le poste. On sera trop visible pour l'utilisateur. Le but est vraiment d'être le plus transparent possible pour l'utilisateur, que ce soit en termes d'affichage écran, mais que ce soit surtout en termes de consommation de ressources. Et une sandbox grosse sur le poste, clairement, on est plus transparent. Donc, absolument pas. C'est transparent. Faut savoir que la sandbox dans le cloud, on va pouvoir paramétrer deux choses. La première, c'est soit à chaque fois qu'on envoie quelque chose en sandbox, à ce moment-là, on ne bloque pas le fichier sur le endpoint. Et à ce moment-là, on fera du rollback si c'est possible, mais on fera du rollback sur la machine. Petit teasing pour la partie roadmap. On fera très prochainement du rollback sous format VSS, avec les VSS protégés. Donc là, ça nous posera plus de tout problème. Pour le moment, on ne le fait pas. Ou on fait en mode blocage, et là, effectivement, ça va retarder l'exécution, c'est-à-dire que tant que la sandbox n'a pas répondu, le fichier va être bloqué directement sur le poste le temps que la sandbox réponde. Soumission automatique depuis le endpoint ou soumission manuelle. L'administrateur qui veut vérifier un fichier, vérifier quelque chose, enfin c'est pas un fichier en général, c'est plutôt une application, et voir comment il se comporte, voir ce qu'il déploie au sein du poste, etc. On va pouvoir faire cette soumission manuelle. Contrôle de contenu, c'est toute la partie HTTP, HTTPS, SMTP et POP qui va permettre d'analyser toutes les trames qui arrivent sur le poste. L'exemple pour l'anti-phishing, par exemple, très souvent, il y a des proxys ou des firewalls qui vont faire de l'anti-phishing sur du périmétrique. Donc, ça ne sert à rien de faire de l'anti-phishing derrière le périmétrique du fait que le firewall le fait déjà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va détecter quand le laptop va sortir de votre infrastructure. Et s'il sort de votre infrastructure, eh bien, on activera l'anti-phishing de notre côté. On va vraiment pouvoir automatiser les règles au fur et à mesure d'affectation ou d'activation. Le chiffrement, c'est pour faciliter la gestion et la compliance RGPD, c'est-à-dire qu'on va simplement centraliser les clés d'encryptage pour BitLocker, Windows et 5Volt pour Mac. Le but étant vraiment de simplifier autour d'une seule console la sécurité de votre parc. Donc là, chiffrement, c'est bien le chiffrement de disque dur complet. Non, on n'a pas pas propriétaire, non. Pour une seule et simple raison, c'est que tu regardes toute la concurrence qui est un moteur de chiffrement local, ils ont tous des problèmes avec les Windows.
Voilà. Nous, BitLocker, on n'est pas les seuls à faire du BitLocker, mais ça marche. Ça consomme pas de ressources, ça reste transparent sur le endpoint et ça fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire protéger les données en cas de vol, en cas de perte. Voilà. Patch management, donc ça c'est de la sécurité, mais on va dire proactive, c'est-à-dire que le but étant de scanner l'intégralité du parc de toutes les applications que vous pouvez avoir, les Windows bien sûr, mais également, je sais pas, tout ce qui peut être Cisco, tout ce qui peut être Apple, TeamViewer, enfin il y en existe un peu plus de 130 qui sont pris en charge chez nous, enfin 130 éditeurs, Java, etc., Adobe, et on va pouvoir mettre à jour tous les jours en fonction des éditeurs de ces applications les postes et les applications avec les patchs de sécurité. Le but étant de toujours être transparent, c'est-à-dire que la seule chose qu'on demande à l'utilisateur, c'est de rebooter son poste de temps en temps. Parce que le reboot reste essentiel dans l'installation de patchs, très souvent liés à l'OS, mais pas que malheureusement. Donc il faut juste rebooter. Le reste va se faire complètement de façon transparente. L'utilisateur va peut-être voir de l'activité sur son poste au moment de l'installation, mais c'est tout. Et on va être en priorité basse, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser des ressources et beaucoup de ressources sur le endpoint pour installer ces mises à jour. L'utilisateur est et doit rester le maître de son poste, même en termes de ressources. Du relais, bien sûr. Alors le relais chez nous, c'est du relais en termes de prérequis, c'est Windows ou Linux ou serveur workstation. Bien sûr qu'on va préférer serveur parce que ça implique qu'un serveur reste allumé 24 heures sur 24, qu'une workstation risque de s'éteindre. Si le relais est éteint, ça fonctionne plus derrière. On fait du relais de déploiement, on fait du relais de découverte, on fait du relais pour les mises à jour des endpoints, on fait du relais de communication, mais on va faire du relais également pour le patch management, au lieu que tout le monde aille chercher sa propre mise à jour à l'extérieur ou son patch, et on viendra chercher sur le relais. On sait faire du failover sur les relais. On va savoir également détecter sur quel site le laptop est, par exemple, pour se dire site A mise à jour sur Gravity Zone, site B mise à jour sur le relais du site B, et puis quand on est sur le web, ça sera une mise à jour automatique chez bitdefender.com. On fait de l'EDR, bien sûr, le capteur EDR. Donc l'EDR, c'est la partie qui va permettre de faire de l'analyse forensique des attaques au sein de votre infrastructure et des communications entre les process de vos différents postes. Le but est de pouvoir corréler les logs de tous les postes. Mais on fait de l'EDR sur Windows, mais on fait également de l'EDR sur Mac et également de l'EDR sur Linux. Linux vient de s'implémenter la version 2 de l'EDR il y a 3 semaines, un mois. Le but, c'est bien de corréler toutes ces informations et toutes ces logs. Un code malveillant qui s'exécute sur un Windows peut venir attaquer du Linux ou peut attaquer du Mac derrière. Ça pose absolument aucun problème pour un code malveillant. Il y a vraiment cette notion de ROI chez les hackers, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à optimiser leur attaque. Une attaque coûte très cher aujourd'hui à faire, à déployer, à générer. C'est long, ça se fait pas comme à la télé en 10 minutes, ça se fait en 6 mois, 1 an, 2 ans, voire dans certains cas plus que ça. Et il faut bien pouvoir se protéger sur l'intégralité des communications qui peut. L'EDR va permettre de pouvoir au minimum éradiquer toutes les communications entre les endpoints non désirés. Et Gravity Zone, ce que je viens de vous proposer, de vous présenter plutôt, donc c'est bien de la sécurité anti-malware de endpoint soumis à l'installation d'un agent. La problématique, c'est qu'on ne peut pas installer un agent sur l'intégralité des machines. On va avoir des machines, pourquoi pas, dans des environnements de production avec des automates. On va avoir des machines qui s'appellent des télévisions. On va avoir des machines qui s'appellent des frigos connectés, etc. Donc, tous ces environnements de endpoint, d'IoT, vont être également, du coup, à protéger. Et on ne peut pas installer, pas encore en tout cas installer d'agents sur ces environnements. Donc on revient sur notre petit graphique de départ, c'est-à-dire de la sécurité de endpoint, de la sécurité périmétrique, et maintenant on va apporter de la sécurité sur l'analyse de votre réseau, sur le trafic réseau. Le but de ce logiciel NTSA, un Network Traffic Security Analytic, c'est le fameux rachat qu'on a fait l'année dernière au mois d'octobre, sur lequel on a pu implémenter du machine learning sur nos fameux 500 millions d'utilisateurs.
au passage, le réseau mondial de protection à 500 millions d'utilisateurs, c'est le premier réseau mondial de protection. Le deuxième étant, on va dire, russe, aux alentours des 380-400 millions. Tout le monde est en train de construire un réseau mondial de protection. Pourquoi? Parce que plus on va avoir de modèles en termes de machine learning, plus on sera capable de pouvoir bloquer des attaques, bloquer des codes ou des variantes d'attaques, et surtout de pouvoir proposer une remédiation à ces attaques sur les 500 millions d'utilisateurs, et ce très rapidement. Tout le monde est réellement connecté. Alors, on est bien d'accord qu'on n'est pas connecté sur le principe d'un jeu online et tout le monde s'échange des informations. On est scindé en plaques géopolitiques. Ce qui se passe en Europe reste en Europe et est stocké en Europe. Ce qui se passe aux États-Unis sous New Patriot Act reste aux États-Unis ou en Angleterre au passage. Donc NTSA, le but étant bien de pouvoir analyser l'intégralité des flux réseau qui se passent sur votre infrastructure. Sauf que c'est de la détection, on ne va pas faire de la réponse. Le principe, c'est de venir en span data, donc en mode mirroring, sur les flux de ce qu'on appelle sud-nord ou nord-sud, donc tous les flux qui vont en direction d'Internet, et de pouvoir analyser toutes ces communications qui vont pouvoir sortir, mais en mode miroir. Donc on va venir se connecter sur votre cœur de réseau, on va venir se connecter sur votre infrastructure virtuelle, on peut se connecter sur les deux via ce qu'on appelle des probes. Ce sont des sondes qui vont venir récupérer la copie de l'intégralité du flux. Les probes, ils n'ont qu'une seule fonctionnalité, c'est de supprimer l'intégralité de la donnée et de ne récupérer ce qu'on appelle que la metadata. Donc NTSA est une solution de détection de metadata. L'avantage de la metadata comparée à la donnée, c'est que la donnée aujourd'hui va être encryptée. Si vous prenez une clé USB avec un Firefox portable via le réseau Tor, vous la branchez sur un poste qui a les autorisations de clé USB, bien sûr. Dans 90% des cas, le firewall va laisser passer la communication parce que c'est une communication à l'initiative. Parce que la communication est à l'initiative en fait du endpoint, et très souvent tout ce qui est à l'initiative du flux, même si c'est pas autorisé, le flux va être encrypté au travers de proxy web ou autre, et ce flux encrypté ne va pas être décodé via le man in the middle, ou ne va pas être analysé par le firewall parce qu'il n'a pas assez de puissance ou parce qu'il n'a pas les certificats nécessaires pour décoder à la volée du 2048 bits par exemple RSA. Donc le but c'est de pouvoir avoir une information non chiffrée, non encodée et claire. La metadata est cette information. Les métadatas, c'est toutes les infos qu'on va avoir sur la provenance, par exemple, du paquet, sur qui a modifié le paquet, quel est le fichier, quel est le site distant, ou quel est l'IP ou l'URL distant de communiquer, par où ça passe en interne. On va historiser les communications comparé à la concurrence. Sachez qu'on est 7 ou 8 à la surface du globe aujourd'hui à faire de la sécurité de métadata. On est les seuls Européens, pour rejoindre ce que disait David tout à l'heure. OK. Donc, on a ces probes, on a récupéré ces flux, on a supprimé les flux, on envoie notre metadata à une appliance qu'on appelle NTSA. Le flux de metadata, chez nous, c'est l'IPFix. Sachez qu'il existe un autre flux, le NetFlow, utilisé par d'autres concurrents. Le NetFlow est compatible chez nous, on va pouvoir l'analyser, on va pouvoir fonctionner, il n'y a pas de problème, sauf que le NetFlow a moins d'informations par rapport à l'IPFix. Les 4 grands du monde de la metadata aujourd'hui sont des gens qui vont analyser l'IPFix et pas du NetFlow. NTSA, la Virtual Appliance, va être là. C'est là qu'il va y avoir toute la partie de la threat intel, toute la partie intelligence pour l'analyse des flux en provenance des différentes sondes, donc des différents sites ou des différents cœurs de réseau que vous pourriez avoir. Et à partir de là, à l'endroit où on va pouvoir voir l'intégralité des flux passés de l'entreprise. C'est tout à fait. Oui, c'est tout à fait possible d'appliquer des appliances hardware sur les sites distants. On a des confrères en Italie qui ont vendu il y a quelques jours, c'est très récent, mais quelques jours, une infrastructure complète avec des appliances hardware. Alors, pour être clair, une appliance hardware, c'est une appliance sur laquelle il y a un SXI et sur lequel on va faire tourner notre appliance virtuelle dans l'absolu. Donc, ça ne va pas être un OS complètement développé pour l'appliance hardware. Il y a trop de
paramètres, on va dire, sur le hard, alors que ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie soft. Ah, il paraît qu'on ne m'entend plus. Si c'est bon, c'est revenu? Eh bien alors c'est reparti. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ces... Parce que la Bit Defender Box, c'est du grand public. C'est fait pour le B2C. Je suis désolé de te dire ça tout de suite pour l'instant. C'est de l'analyse de flux. Il est effectivement prévu dans les cartons, sans avoir de date à pouvoir t'annoncer, la possibilité d'une gestion centralisée de multibox, ce qui permettrait de pouvoir analyser des petits sites de 5, 10, 15, 20, 50 postes au travers de la Bitdefender Box. Donc au passage, la Bitdefender Box, grand public, est très bien pour la maison. Ça permet de faire du routage, ça permet de faire de la sécurité et ça utilise une partie du machine learning que vous retrouvez dans Gravity Zone et dans NTSA, pour information. Mais c'est grand public. Qu'est-ce qu'on va faire de ces alertes détectées par NTSA? Donc je le rappelle, c'est de la détection. On ne va pas pouvoir bloquer le flux à proprement parler. Ça arrive sur l'année prochaine, toujours en roadmap, c'est-à-dire une intégration complète de NTSA avec Gravity Zone pour, un, bloquer les flux sur les endpoints connus où il y a un agent, et deux, bloquer les flux grâce à une interaction avec l'API de votre firewall, du firewall périmétrique. Pour le moment, c'est juste quelque chose qu'on va remonter en termes d'information sur 5 niveaux, du plus grave au plus basique, on va dire, et ça va être soit un SOC, soit un SIEM, un logiciel qui va permettre de faire les interactions et de vérifier si le firewall a bien bloqué telle communication, si cette fuite de fichiers, je sais pas, de Google Drive, de OneDrive ou n'importe quel autre hébergeur de fichiers est bien volontaire. Dropbox, par exemple, pour ne citer que, Dropbox n'a pas signé la partie RGPD. Donc Dropbox continue de stocker ses fichiers sur le territoire américain, donc soumis toujours au Patriot Act, comparé à tout ce qui est Microsoft ou Google, qui eux ont signé et stockent les fichiers européens en Europe. On va faire tel fichier au travers de Dropbox, par exemple. Et à ce moment-là, problème de sécurité, mais lié des RGPD. Ce n'est pas un problème d'attaque à proprement parler, mais c'est bien un problème de fuite de données. Ce principe de fonctionnement, c'est bien le fait de pouvoir déployer des appliances physiques ou virtuelles, principalement virtuelles aujourd'hui, mais physiques et faisables également sur les différents sites, sur les différents cœurs de réseau firewall, de faire traiter l'intégralité de ces flux par notre thread Intel, de possiblement ajouter également des thread Intel extérieurs au format Stix, au format Taxi, qui vont permettre en fait de pouvoir optimiser cette partie détection par rapport au client. Donc le client a déjà des threads Intel, a déjà de l'intelligence sur la sécurité de son infrastructure, etc. C'est tout à fait possible de prendre ces modèles et de les intégrer dans NTSA pour ajouter cette détection à la partie Bitdefender. Donc principalement, c'est plus de la détection, c'est pour éviter des faux positifs parce qu'il y a des fonctionnements spécifiques sur leur infrastructure. Et à partir de là, Bitdefender va être capable de protéger toute votre infra. J'espère que j'ai été clair, j'espère que je vous ai donné envie d'en apprendre un petit peu plus sur Bitdefender. Sachez que je fais partie d'une équipe de 3 personnes. Vincent Maisonnet, il y a 2 Stéphane, désolé. Donc c'est marrant, si vous voulez contacter un Stéphane chez Bitdefender, il y a une chance sur 2 de tomber sur le bon. On est là pour vous accompagner, c'est à peu près ça. On est là pour vous accompagner. Ouais. Oh, mais sur 3 personnes, c'est pas mal. Nous, on est sur 200. Donc on est là pour vous accompagner, on est là pour accompagner Neurone, bien sûr, on est là pour accompagner le client. N'hésitez pas à revenir vers nous. Donc je vais repasser le micro à David, je pense, pour continuer en fait la présentation. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas, il y a le chat qui est ouvert, bien entendu. Je suis dessus et je les vois, moi. Pour l'instant, je n'ai pas de questions. Très bien.
Donc je reprends notre agenda. Je pense que maintenant vous avez ce que je vais appeler la big pictures de Bitdefender, des enjeux, des menaces, des opportunités liées à la sécurité, de la capacité de vous accompagner au travers des features nombreuses de notre portfolio. Nous allons maintenant un tout petit peu parler business et partenariat pour vous présenter ce que propose Bitdefender. Pour résumer à outrance notre portfolio, vous l'avez compris, nous assurons finalement au travers de nos offres la protection système et réseau. À gauche de l'écran, la pro. Globalement, aujourd'hui, sur Gravity Zone, nous proposons à nos partenaires et à nos clients d'utiliser la technologie de Bitdefender soit au travers un mode licence, soit au travers d'un mode cloud. Sur la partie NTSA qui est à droite, c'est-à-dire la protection réseau, aujourd'hui l'offre est uniquement disponible en mode licence, mais la roadmap devrait nous permettre dans un temps relativement court d'en disposer en mode cloud également. Et globalement, ces deux offres, comme vous l'avez compris, sont toutes les deux supportées par une Threat Intel qui est aujourd'hui commune à cette protection réseau et système que vous voyez au centre de ce slide, de cette présentation. Aujourd'hui, ce que nous présentons donc à vous en qualité de partenaire, c'est une offre très agile, avec des modes d'installation, comme vous l'avez compris, sur le plan technique et fonctionnel multiples, mais ça l'est également sur le plan financier. Et effectivement, quand on fait du cloud ou de la licence, on vous propose tout simplement d'opérer l'offre de Bitdefender en mode OPEX ou en mode CAPEX. Et c'est un point important pour vous parce que effectivement, dans le cadre des réponses que vous devez apporter à vos clients, se pose assez souvent cette question, indépendamment de ce que je vais appeler les contraintes technologiques. Les arbitrages sont nombreux, mais on voulait vous expliquer qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise façon de travailler avec Bitdefender, mais simplement une façon de gérer ce que je vais appeler un projet. On va imaginer ensemble que nous répondrons à un appel d'offres dans lequel on vous demande un engagement de 36 mois pour faire de la gestion externalisée d'une infrastructure complète, dans lequel nous allons retrouver des services de sécurité. Vous avez un parc, vous allez le reprendre ou l'installer, peut-être l'héberger sur un cloud public, peut-être on-prem, peut-être dans les data centers que vous opérez pour le compte d'un client. Et vous allez faire globalement le capacity planning de ce projet. Ce capacity planning du projet va vous amener à considérer peut-être l'interrogation de Bitdefender pour vous fournir, en fonction de divers paramètres fonctionnels, le bon niveau de licence qui va bien pour couvrir le volume de endpoints qui va bien également. On va avoir dans ce cas-là, en fonction du capacity planning qui va être mis en œuvre, l'acquisition de licences par palier au fur et à mesure que cette infrastructure va grossir en fonction du capacity planning qui aura été méticuleusement dressé. Pour autant, bien que ce capacity planning ait été méticuleusement dressé, on sait que la vraie vie n'est pas celle du capacity planning. Pour des raisons diverses et variées, la consommation réelle d'infrastructures et par occurrence de licences liées à cette infrastructure, y compris sur le système de sécurité, va être un peu plus variable et beaucoup moins linéaire que prévu. Et dans ce cas-là, si vous utilisez Bitdefender en mode abonnement, c'est-à-dire en mode cloud, en mode pay as you grow, vous aurez effectivement une non-linéarité de cette facturation, mais une adaptation à la courbe de consommation réelle de l'infrastructure. Et c'est ce que nous vous proposons. Quel est l'enjeu pour vous en qualité de MSP? J'allais dire, il est double et à chaque fois, vous êtes gagnant. Pourquoi? Parce que tout simplement, on vous offre de bonnes marges. Ça, on en parlera ailleurs, mais globalement, tout dépend de plusieurs paramètres. Et celui que va vous donner votre client dans son appel d'offres est important. Pourquoi? Parce que si vous décidez de passer en mode OPEX, ce qui est en jaune, ce sont les gisements de trésorerie projet que vous allez pouvoir gagner
en passant en mode OPEX versus le mode CAPEX. L'autre avantage du mode OPEX, c'est que parfois, la linéarité offerte par le capacity planning et l'acquisition de licences ne va pas permettre de gérer ce qui est en orange, c'est-à-dire les surconsommations d'infrastructures. Donc, pas de bonne ni de mauvaise design de solutions au niveau financier, mais simplement des arbitrages. Et finalement, ces arbitrages sont à la fois des arbitrages technologiques et financiers. Pourquoi? Parce que dans le cadre classique de ce fameux projet, qu'on va assez classiquement, même à l'univers du cloud, qui est un univers très agile, découper en 3 étapes essentielles, lors du design, cet arbitrage va devoir être fait. La lecture que vous aurez de cet appel d'offres, la stratégie que vous aurez pour acquérir ce compte, voire même la stratégie que vous aurez en qualité de MSP pour gérer votre activité de MSSP, va faire partie des critères qui vont vous permettre de choisir l'une ou l'autre. Et je dis bien l'une ou l'autre, parce qu'effectivement, les choix que vous serez amenés à faire dans cette phase de design seront des choix qui seront faits en fonction de contraintes ou d'opportunités techniques, mais également en fonction de ce que vous permet de faire l'un ou l'autre des modèles. Pour parler très clairement, quand on est en phase de build and run, le financement des solutions d'infrastructures de sécurité telles que nous vous les proposons vont vous permettre de faire de la marge one shot ou de la marge lissée en préservant, grâce au mode OPEX par exemple, une certaine manne de trésorerie disponible pour faire face aux évolutions de votre projet. Par ailleurs, le calcul peut être effectivement différent. Je fais payer tout ou partie upfront de mes licences à mon client et la marge que je dégage initialement à mon projet devient mon trésor de guerre pour gérer mon contrat. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, il y a simplement des arbitrages qui vont vous permettre effectivement de vous positionner sur un appel d'offres de la façon la plus juste. Et c'est bien l'intérêt que de travailler avec Bitdefender, puisque, comme vous l'avez compris, nous répondons à tous les contextes des projets. OPEX, CAPEX, licence ou mode cloud, dans des contrats en mode pay as you go, c'est effectivement ce que nous vous proposons. Le socle qui reste effectivement commun à ces modèles financiers, c'est notre programme de partenaires. Et je le rappelle, nous avons déjà dans le groupe Neuron, Neuron IT comme partenaire. Les conditions d'entrée pour toutes les filiales du groupe Neuron sont très avantageuses. La première, on en a parlé au café, n'est-ce pas? Nous ne faisons pas payer les formations et les accréditations des collaborateurs que vous nous allez nous envoyer, et je l'espère en grand nombre sur les prochaines sessions d'octobre et de novembre. Elles sont gratuites. Novembre aujourd'hui, octobre est plein. Voilà. Mais les échecs ne sont pas payants. Globalement, nous avons donc le plaisir de vous dire qu'aujourd'hui, recevoir les équipes du groupe Neuron en formation serait un plaisir, et c'est gratuit, puisque nous sommes en forte phase d'acquisition de nouveaux partenaires. C'est pas loin, effectivement, on est à Courbevoie sur les quais. Voilà, nous sommes en forte acquisition de nouveaux partenaires, notamment aptes à comprendre, pour ce qui me concerne de façon un peu plus égoïste, les enjeux liés au cloud. Donc, vous êtes les bienvenus. Si je transforme mon slide pour vous dire quelle est notre offre hybride pour adresser 100% des clients et des contextes clients finaux, c'est que globalement, en mode licence, vous allez retrouver 5 offres avec des niveaux de partenariat et d'accréditation qui vont vous permettre d'avoir de 15 à 25% de marge, tandis que dans un autre mode, en mode cloud, vous allez pouvoir avoir différents avantages, mais avec des remises au volume de ce que vous allez consommer. Donc une approche globale pour vous en qualité d'utilisateur de nos solutions, avec la liberté d'une refacturation margée de ce que nous allons vous proposer. Dans tous les cas, comme je vous le disais, le socle commun selon votre niveau d'accréditation reste le même. Du suivi commercial et de la com,
des avantages financiers, des avantages marketing. On fait ce qu'on appelle également dans certains cas du marketing development fund qui va permettre de co-brander une présence sur un salon, des événements, de la lead gen. On fait ça. On est capable effectivement d'avoir cette verticalisation et de vous apporter au quotidien ce support aux ventes, ce support technique et ces formations, je le rappelle encore, gratuites. Vous trouverez sur la page qui est en dessous de ce slide un comparatif complet des features que vous disposez en mode cloud ou en mode licence. En mode licence, comme je vous le disais, vous le retrouvez sur le site web 5 différentes offres. Ces offres, vous y accédez au travers de notre portail partenaire qui s'appelle PAN, Partner Advantage Network, et qui vous permet de déclarer vos projets, vos opportunités et d'activer vos clés de licence pour les déployer ensuite sur les infrastructures. Cette console d'activation de projet, elle est valable non seulement en mode licence, mais également en mode cloud, où là, on retrouve un découpage différent. Comme tous les acteurs de cloud, notre grille, elle est publique. Les prix sont ceux-ci. Et l'intérêt, c'est de viser le volume. Plus les volumes sont nombreux, plus les prix sont agressifs et plus ils vous donnent une position compétitive sur le marché. Je peux comprendre que nous, en tant qu'MSP, on pourrait avoir une licence à nous et ensuite on pourrait déployer sur tous nos clients. Non, ça marche pas comme ça. Donc j'ai mal compris. Alors oui et non. Alors qui avons plusieurs centres de services répartis, juste là à côté. Oui. Et derrière ces centres de services, nous avons 10, 15, 20 clients. Oui. Et on veut leur proposer une offre de sécurité globale, homogène, efficace, tout le monde pareil. Alors, comment on fait? Il y a plusieurs schémas. Si je commence à vous présenter celui du cloud, il est plutôt très simple. Admettons que vos 20 clients aient chacun, on va dire, je ne sais pas, 200 postes. Seulement, oui, effectivement. On va dire ça. On va se retrouver dans une tranche entre 1000 et 5000 postes avec des prix qui sont, comme vous le voyez, extrêmement dégressifs, quels que soient les features que vous allez utiliser. Quand vous êtes dans ce mode-là, on parlait tout à l'heure d'industrialisation, on parlait également de déploiement, de capacité à gérer de façon unifiée les services de sécurité. Ce que propose Bitdefender dans son mode cloud pour un MSP est simple. Une console d'accès, elle est multi-tenant, vous y déclarez non pas un, mais N clients. Chacun de ces N clients vont ensuite vous permettre d'avoir un billing étanche et une gestion des services de sécurité et de features qui leur seront propres. Ce qui veut dire que de par la création et l'instanciation de ces clients d'un point de vue administré commercial, va découler la console d'administration Gravity Zone avec le bon nombre de features que vous aurez au départ et initialement instanciés d'un point de vue administratif au travers de nos outils. Mais globalement, l'intérêt, c'est que à la fin du mois, ce n'est pas ce qui est arrivé à un client, mais sur la somme globale du volume généré par vos 20 clients, que cette facture sera générée. En mode licence, les licences sont effectivement, entre guillemets, comme tous les éditeurs de logiciels bien souvent, la propriété du client final. Cloud au point de salut. C'est ça, c'est une bonne. Moi, j'aime bien ça. Cloud au point de salut. Mais encore une fois, votre parc installé est potentiellement une cible privilégiée pour déployer du cloud. Mais globalement, on sait tous ensemble qu'en répondant à des appels d'offres sur lesquels l'externalisation d'infrastructures dans lesquelles il va y avoir des services de sécurité devrait permettre des réponses différentes et peut-être avec des modes licences. C'est pour ça que l'approche de Bitdefender sur, j'allais dire, l'hybridation de son modèle de partenariat existe. C'est pour vous permettre d'avoir cette souplesse d'utilisation de l'un ou de l'autre.